langage, une expression qui coule les rues chez nous. Les clébés du gouvernement. Quand vous créez, les clébés, on entend des personnes qui sont taguées. Lorsqu'ils se mettent dans une poursuite, par exemple, de défendre quelque chose qui est louable, d'accord, de défendre une action qui est à l'actif du gouvernement. L'autre, quand on se dit, voilà, c'est un clébé, il est payé, d'accord. Quand vous avez des personnes qui vont casser d'autres personnes de clébés parce qu'elles sont patriotiques, je sais pas, il n'y a pas à mener une guerre contre cette personne-là. Ce qui me réjouit, c'est que nous sommes dans un État qui a réussi à refaire naître cette fibre patriotique. Aujourd'hui, où qu'il soit, chaque citoyen béninois a le plaisir de dire qu'il est citoyen béninois et qu'il est fier de l'être. Et donc, on a très peu de personnes qui viennent gangréner la population pour taxer les autres qui sont patriotiques de clébés. Ce programme vous est présenté par Civica en coproduction avec Point Virgule. Dans une société multiculturelle où le taux d'analphabétisme est assez élevé, bien que des actions concrètes sont menées par les dirigeants pour permettre l'accès à l'éducation, il y a une question qui devient essentielle. Comment garantir que chaque citoyen exerce ses droits et assume pleinement ses devoirs? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ici avec notre invité, Monsieur Adebola Patingbo, qui, l'instant d'une heure ou plus d'une heure, va endosser la responsabilité de conseiller du ministre de l'Engagement civique. Ensemble, nous allons répondre, parler de faits concrets, nous allons parler de stratégies, nous allons parler de solutions, de problèmes et essayer de répondre à cette question fondamentale. Monsieur Patingbo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Tout à fait. Et pendant une heure, nous allons, ou plus d'une heure, nous allons réellement débattre sur la question, celle de savoir comment est-ce que les citoyens, d'accord, connaissent leurs droits et les exercent, tout en assumant pleinement leurs devoirs. C'est le titre 2 de la Constitution du Bénin qui garantit les droits et les devoirs. Mais dans une société où le taux d'analphabétisme est encore élevé, d'accord, bien que des efforts soient faits, selon vous, quelle est la proportion finalement de citoyens qui connaissent, d'accord, des citoyens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs? Alors, je commencerai tout de suite par faire une clarification en vous disant que il n'y a pas, à mon sens, une corrélation directe entre le taux de personnes qui ne comprennent pas la langue française et le nombre de personnes qui connaissent ou pas leurs droits et devoirs. Pourquoi je fais cette clarification? Parce que depuis quelques temps que j'ai commencé la vulgarisation des différents textes de loi de la République du Bénin sur les réseaux sociaux, je me rends compte que la majorité des personnes qui commentent les différentes vidéos que je propose sont des personnes qui sont instruites et qui ont un certain niveau intellectuel, mais qui quand même ne connaissent pas les différents textes de loi qu'il y a dans la République du Bénin. Vous conviendrez avec moi à partir de ce moment que, bien sûr, il y a un problème d'analphabétisme dans le pays, mais que même dans la classe de personnes qui est alphabétisée, il y a quand même encore ce problème de méconnaissance des différentes lois. Ça fait en sorte que le problème devienne encore plus grave. La responsabilité va se retrouver, d'une part, au niveau des gouvernants et de l'État, mais d'autre part, au niveau des citoyens. Au niveau des citoyens parce que on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr, vous me direz que je suis dans la peau d'un dirigeant et que on ne va pas incriminer les citoyens, je suis d'accord, mais peu importe ce que l'État fera, tant qu'il n'y aura pas une volonté citoyenne d'une manière ou d'une autre, l'État ne pourra pas tout faire. L'État ne pourra pas tout faire, d'accord, et je l'entends pleinement, mais l'État a plus de moyens que les citoyens, que le citoyen lambda. Donc la grande partie de l'effort à consentir revient à l'État béninois. Et bien évidemment, il n'existe pas de lien de corrélation entre, on ne le perçoit pas directement, l'analphabétisme, c'est ce que vous dites, l'analphabétisme et la méconnaissance des textes de loi en vigueur, donc notamment des droits et des devoirs. Puisque le texte écrit est en français, comment est-ce que le citoyen qui n'a pas cette chance-là d'être instruit, d'accord, d'aller à l'école, de lire, d'écrire en français, comment est-ce qu'il connaît finalement son droit et son devoir?
Je suis entièrement d'accord avec vous lorsque vous dites que l'État a plus de moyens que le citoyen et qu'il est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que tous les citoyens connaissent leurs droits et devoirs, peu importe leur situation. Et aujourd'hui, à ma connaissance, malheureusement, il n'y a pas encore un mécanisme qui va permettre de faire en sorte que peu importe la situation du citoyen, qu'il soit Fon, qu'il soit Mina, qu'il soit Gon, qu'il soit Yoruba, qu'il puisse avoir accès facilement et qu'il puisse comprendre et connaître facilement les tests de loi qui existent. Des solutions pourraient être trouvées. Je suis certain que les gouvernants y travaillent, mais pour l'heure, il y a un vrai problème de méconnaissance des différents tests de loi. Les gouvernants, c'est vrai, vous n'êtes pas ministre, mais vous êtes conseiller du ministre de l'Engagement civique. Et nous rappelons que ici, nous avons discuté, nous avons suggéré à ce que soit créé un ministère de l'action citoyenne. Il y a l'épisode précédent, c'est ce que nous avons suggéré. Et nous étions plus qu'heureux de savoir que pour le nouveau gouvernement qui vient d'être installé, il y a désormais le ministère du Sport et de l'Engagement civique. Nous ne savons pas si nos dirigeants nous entendent, mais nous sommes quand même heureux de voir qu'il y a cette pensée commune là, d'accord. Il y a un problème qui se pose et ils l'ont certainement perçu. C'est pourquoi ce poste ministériel a été créé. Passons. Le plus important, quand on parle d'engagement civique, c'est qu'on parle également de droits et de devoirs. Et moi, j'aimerais savoir, en tant que conseiller du ministre de l'Engagement civique, ce que vous faites concrètement. Il est trop facile. Vous êtes dans la peau d'un gouverneur, vous êtes dans la peau d'un dirigeant. Donc, comment est-ce que vous faites, finalement? Alors, aujourd'hui, il y a un travail formidable qui se fait déjà depuis bientôt une dizaine d'années ou plus d'une dizaine d'années et qui est un travail de documentation. J'estime personnellement que c'est la base de tout et de la recherche de toute la solution. Il faut déjà regrouper tous les différents tests de loi qui régissent notre pays, il faut les rassembler et les mettre quelque part. Et aujourd'hui, ce travail est magnifiquement fait. Quand vous allez sur le site web de la présidence de la République du Bénin, vous avez tous les décrets, tous les tests de loi qui sont agrégés sur ce site web-là. Donc, ça, c'est déjà une base assez solide et c'est déjà une action qui prouve que le gouvernement a la volonté de résoudre ce problème de méconnaissance des tests de loi. Ensuite, grâce aux médias, et principalement grâce aux réseaux sociaux, il y a différentes actions qui sont entreprises et lorsque il y a une session, par exemple, à l'Assemblée nationale, on a un relais beaucoup plus massif qui est fait avec les médias. On a récemment constaté qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale concernant le faux monnayage. Il y a énormément de médias qui ont relayé l'information et donc il y a cette volonté-là que les médias ont de participer au relais. D'ailleurs, c'est leur devoir, mais on remarque beaucoup plus d'engouement, de volonté. Exactement, avec les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà ça. Ensuite, je peux vous dire que des réflexions sont en train d'être menées pour faire en sorte que, peu importe la localité du citoyen, peu importe la langue dans laquelle il s'exprime, qu'il puisse avoir l'information. Donc, ça va passer par la formation des différents leaders religieux, d'opinion, pour faire en sorte que eux-mêmes, à leur propre niveau, puissent avoir la connaissance de ces différents tests de loi-là. Et que, à leur tour, ils puissent constituer des relais efficaces de ces informations-là. Vous conviendrez avec moi que, qu'un prêtre ou un imam qui va parler et expliquer à sa communauté qu'il y a un code du numérique qui fait en sorte que le citoyen n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, il sera beaucoup plus écouté qu'un affichage qui va être fait à la préfecture. Déjà, le citoyen, quand il ne comprendra pas français, il ne pourra pas avoir accès à l'information. Mais donc, c'est un travail qui va se faire sur, à mon avis, 1 ou 2 décennies. Un travail de longue haleine. C'est ça. Donc, nous avons déjà des éléments de base. De base. Vous avez cité tout à l'heure la numérisation des tests de loi, notamment sur le canal de la présidence de la République. Oui. Et ça, c'est un acquis. Et deuxième acquis, c'est les enfants également, je pense, à l'école, au cours primaire et au collège, surtout au cours primaire. Oui. Ont quelques leçons portant sur
sur le civisme, notamment la connaissance des droits et des devoirs. Ce sont des acquis. Pour faire mieux, vous parlez des réseaux sociaux, d'accord, et aussi l'implication des acteurs, des leaders au sein de nos communautés, notamment les chefs religieux et voilà, et autres leaders d'opinion. Moi, je vais aborder l'aspect réseaux sociaux, d'accord. Et le droit n'est pas mou, il n'est pas doux, le droit est rigide. Vous pensez que ce moyen de communication sera efficace parce que les réseaux sociaux ont malheureusement ce côté-là de très vite friser avec, je vais dire, de l'immaturité, avec du divertissement excessif, alors que le droit, il est carré, c'est un travail de longue haleine, d'intellectuels et tout, qui prennent des décisions vraiment importantes. Est-ce que les réseaux sociaux, à la longue, peuvent vraiment servir? Il faut comprendre déjà que les réseaux sociaux constituent à part entière des médias. Et donc, vous savez, ne sous-estimez pas l'intelligence des citoyens. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver... Pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis pour par la suite vous dire que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des contenus qui sont éducatifs. Dans un même temps, vous allez trouver des contenus qui sont humoristiques, qui sont divertissants. Vous allez trouver des commérages. Vous allez trouver un peu de tout sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc, quand il va s'agir de faire en sorte que le citoyen connaisse ce qui va lui faire éviter la prison, je peux vous dire que le citoyen va prêter une oreille attentive pour écouter ce qui va lui faire éviter la prison. Et donc, à ce niveau-là, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait un problème. D'accord. Et je trouve d'ailleurs que les réseaux sociaux sont un canal indispensable, voire le canal le plus important pour faire en sorte que le message parvienne à tous les citoyens, peu importe leur localité. On n'a pas encore un taux de digitalisation de 100% dans le pays, mais c'est sûr que on y arrive progressivement et même la bonne dame qui ne comprend pas français aujourd'hui est présente sur TikTok. Donc, quand vous avez une bonne dame qui ne comprend pas français, qui parle peut-être bien le Yoruba, le Kon, le Fon, le Mina, et j'en passe, et que vous avez un humoriste qui fait des blagues ou qui fait des scènes comiques et qui dans sa scène essaie de passer un message, essaie de mettre l'accent sur un texte de loi. La dame, à la fin de sa vidéo, elle pourra retenir un message particulier en se disant « Quand vous faites telle chose dans la République, vous subissez telle sanction. » Et donc, tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont sans doute le canal le plus important. Personnellement, je ne regarde plus la télévision, par exemple. Et pourtant, je reste très, très informé de ce qui se passe dans le monde. Et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Vendu. Vous avez réussi à me vendre le produit réseaux sociaux. Je l'achète volontiers. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part de la responsabilité des élus, du législateur, de faire ce travail? Alors, la responsabilité est partagée. Je suis contre le fait qu'on attende que tout vienne des dirigeants. Pour moi, la première action citoyenne à poser, c'est d'aider le dirigeant dans sa tâche. Et cette aide-là commence déjà par faire en sorte qu'on soit un bon citoyen. Et pour être un bon citoyen, il faut forcément connaître le mécanisme de fonctionnement de la République. Ça vient à faire en sorte que vous ne soyez pas ignorant des différents textes de loi qui existent dans la République. D'ailleurs, il y a un proverbe très célèbre qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait. Donc, il y a une part qui revient aux citoyens. Il y a une part fondamentale qui revient aux citoyens. J'essayais tantôt, surtout, vous êtes dans la peau du conseiller du ministre de l'engagement civique et j'essayais en fait de vous décharger de quelque part de un temps soit peu de cette responsabilité et pour qu'ensemble nous voyons du côté du législateur, donc du député à l'Assemblée nationale, pour dire est-ce que au fond c'est pas à l'Assemblée nationale de mener plus d'actions pour vulgariser comment on appelle les textes de loi en République du Bénin afin de permettre aux citoyens de connaître leurs droits et leurs devoirs. Je suis d'accord. Je sais, vous pouvez travailler de conseil avec l'Assemblée nationale et tout, mais est-ce que la première responsabilité ne vient pas de celui-là qui prend finalement, de l'organe responsable en fait Bien sûr. C'est bien beau de le dire, c'est bien beau de le penser, mais ce n'est pas tangiblement réalisable.
D'accord. Parce que quand vous allez prendre un élu qui vient de la circonscription de Porto-Novo, par exemple, Oui. il ne pourra pas couvrir tous les citoyens de la ville de Porto-Novo. D'accord. On est d'accord. Ok. Et donc, il va mener des actions, mais ces actions-là vont se révéler à chaque fois insuffisantes. Mais c'est sûr qu'il a la responsabilité de mener des actions. Ces actions-là seront forcément utiles pour faire en sorte que lui-même, il puisse accomplir le devoir pour lequel il a été envoyé à l'Assemblée nationale, à savoir représenter le peuple. Donc, vous travaillez avec les députés à l'Assemblée nationale. Finalement, vous les conseillez comment? Parce que leur portée est limitée, c'est ce que vous essayez d'expliquer tout à l'heure. Vous, au ministère de l'Engagement civique, comment est-ce que vous faites pour travailler avec les députés afin que finalement, la formule nul n'est censé ignorer la loi qui, au bout du compte, pénalise le citoyen parce que malheureusement, il n'a pas fait ses devoirs, de fouille ou par ignorance, il ne savait pas que le tel bail était en vigueur. Comment est-ce que vous travaillez? Parce qu'au bout du compte, la finalité, ce n'est pas de voir des citoyens punis, des citoyens punis au sein dans leur pays. C'est de leur permettre d'être informés et qu'ensemble, la nation soit bâtie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr, je vous comprends parfaitement. Vous, au ministère de l'Engagement civique, comment est-ce que vous travaillez avec les députés pour résoudre le problème? Alors, il faut faire en sorte qu'on maximise les actions des députés. D'accord. C'est sûr que chez nous, le conseil qu'on va donner tout de suite et le suivi qui va être fait d'ailleurs, c'est de faire en sorte que chaque député puisse porter le message à sa communauté. Est-ce que les cabinets des députés doivent désormais travailler, par exemple, avec certains acteurs présents, dynamiques sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut plus occulter la réalité de l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont sans doute le moyen le plus rapide pour faire parvenir une information. Tout de suite, quand il y a un drame, il suffit de quelques minutes pour que tout le monde entier soit informé parce que à un moment donné, quelqu'un a fait un post qui a été relayé par X, par Y, etc. Donc, il y a cet effet exponentiel qu'on a grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est important de sélectionner les acteurs les plus qualifiés sur les réseaux parce que faut pas confondre non plus le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux avec et la qualité du message. Justement du message et aussi de la communauté qu'on constitue. Okay. Et donc, il faut pouvoir identifier ces acteurs-là qui sont crédibles, qui peuvent faire en sorte de porter un message d'une telle importance parce que c'est quand même un message que l'État délivre et donc il faut pouvoir identifier, il faut pouvoir les former, les suivre et mettre les moyens à disposition. J'aime bien la formule il faut. J'aime bien la formule il faut. Mais je rappelle encore que nous avons le plaisir de recevoir ici le conseiller du ministre de l'Engagement civique. Et si vous quittez ces locaux, disons que vous allez rencontrer votre chef hiérarchique, donc monsieur le ministre de l'Engagement civique. Vous lui dites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites? La première action, vous quittez nos locaux, la première action, la première décision que vous prenez, c'est laquelle? C'est d'identifier et de former. D'identifier et de former. Identifier et former. Identifier, former, puis déployer. D'accord. Vous savez, personnellement, j'ai la conviction que rien ne se fait quand on n'a pas les bases. D'accord. On peut bien vouloir faire quelque chose, mais quand on n'a pas les bases, on va mal faire. On se sent incapable. On est incapable. On est incapable. Donc, il faut prendre le temps nécessaire de former, d'identifier les différents problèmes qu'il y a, de prévoir les problèmes qu'il peut y avoir, de rassembler les moyens nécessaires, les ressources nécessaires et d'après déployer. D'accord. Donc, c'est un processus qui prend du temps et voilà. D'accord. J'aimerais bien votre point de vue sur quelques chiffres. Il y a eu les élections couplées, donc élections législatives, élections locales de janvier 2026 et étaient attendues ou étaient inscrits et attendus donc dans les urnes plus de 7 800 000 personnes. Au bout du compte, moins de 3 millions de personnes ont participé, soit plus exactement 2,9 millions. Ce sont les chiffres officiels que nous avons pour un taux de participation de 36,74%. Voter est à la fois un droit et un devoir. Comment est-ce que vous interprétez ce chiffre? Alors, ces chiffres reflètent la position
aujourd'hui de la population, de la jeunesse, des personnes un peu plus âgées, qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, pour les chiffres qu'on a, si on doit les analyser, il faut avoir l'honnêteté de dire que ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, ne sentent pas qu'elles ont un devoir à accomplir. Aujourd'hui, dans notre pays, on considère que qu'on ait voté ou qu'on n'ait pas voté, ce qui doit être fait va être fait. Ok. En ne se rendant pas compte que c'est peut-être sa voix qui va faire la différence. Ok. Donc, il y a encore un vrai travail de pédagogie à mener pour faire en sorte que nos populations deviennent beaucoup plus matures quand il va s'agir de tout ce qui va concerner le choix des dirigeants. D'accord. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on ait voté ou non, ce sont les personnes qui ont eu le courage et le bon sens d'aller faire le choix du dirigeant qui vont l'emporter. Donc quand on a une position, qu'on soit partisan, qu'on soit opposant, c'est les unes qui nous départagent. Nous sommes dans un système démocratique et le moyen qu'on a aujourd'hui de faire en sorte d'élire les dirigeants passe par les unes. Donc, peu importe la position qu'on a, il faut passer par les unes. Et donc, c'est un problème qu'il y a et il faut trouver le moyen d'éduquer la population. Et je suis heureux de constater déjà que l'état d'esprit général progresse et change et en espérant que pour les prochaines élections, on ait des chiffres beaucoup plus conséquents. Espérons que pour les prochaines élections, nous aurons des chiffres beaucoup plus conséquents. On dit que les jeunes ne votent pas, d'accord? Vous avez essayé tout à l'heure d'interpréter, d'analyser la situation. On dit que les jeunes ne votent pas. C'est pas désintérêt, c'est un manque de confiance, c'est pas méconnaissance. Concrètement, c'est quoi? Alors, vous allez retrouver un mélange de beaucoup de choses, hein. Il y en a qui vont être désintéressés de la chose politique et qui ne vont pas se sentir concernés, qu'on se dit que la politique, c'est pour les grands. Malheureusement, il y a ce courant qui circule encore dans beaucoup de pays africains, pas que chez nous, où on considère que, puisque l'Afrique a été un continent sur lequel la politique a longtemps été exercée par des personnes d'un certain âge, on considère que quand on est jeune, ça ne nous concerne pas. Vous aurez d'autres personnes qui ne vont toujours pas sentir l'importance d'aller voter parce que ne sachant pas que c'est un droit, mais aussi un devoir, on se dit, bon, est-ce que ma voix va faire la différence? Ou d'autres personnes encore qui vont se sentir désintéressées, peut-être parce qu'elles n'apprécient pas la gestion qui est en cours et ne se disent pas ou n'ont pas l'intelligence de se dire que quand on n'apprécie pas une gestion, le meilleur moyen pour faire changer les choses, c'est d'aller voter, voter peut-être contre le régime qui est en place, mais quand même voter pour exprimer sa position. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons évoluer parce qu'au risque de tomber dans un débat purement politique, nous sommes là d'abord pour aborder des questions assez techniques et tout. Et nous allons faire un pas plus loin. Essayons de parler des dispositifs qui rapprochent le citoyen de la connaissance de ses droits, d'accord, et de ses devoirs. C'est l'ANIP qui a organisé une campagne, d'accord, de délivrance des actes de naissance sécurisés et des autres pièces vers la fin de l'année 2025. On parlait de centaines, c'est bien ça, de centaines de milliers de personnes attendues. Selon vous, comment est-ce que vous interprétez cela? Est-ce au fond, il n'y a pas des personnes qui méconnaissent par exemple leur droit d'avoir accès aux actes d'état civil? Alors, on touche là à un sujet un peu sensible et aujourd'hui, je pense que même si vous êtes dans une localité qui est éloignée, vous avez quand même une personne qui est proche de vous qui vous dit que lorsque vous faites un enfant, il faut aller déclarer l'enfant dans les jours ou les heures qui suivent, etc. Donc, comparativement aux différents tests de loi, il y a quand même une proportion assez importante de personnes qui ont cette information-là ou des personnes proches. Bien sûr, est-ce que tous les citoyens béninois ont le papier à jour? La réponse va sans doute être non. Maintenant, est-ce que l'État fait les efforts nécessaires pour que tous les citoyens aujourd'hui aient le papier à jour? La réponse est honnêtement oui. Comment faire pour que tous les citoyens puissent savoir qu'il y a des mécanismes qui sont là pour leur permettre d'avoir le papier?
il faut renforcer les processus de communication. Il faut toucher beaucoup plus les personnes qui interviennent dans tout le dispositif, cet écosystème-là. C'est ça. Donc, je pense que avec ce que l'ANIP a fait, aujourd'hui, vous pouvez, peu importe la position où vous êtes, vous pouvez avoir vos papiers en ligne directement, etc. Donc, il y avait ce besoin-là qui a été adressé, qui a été résolu. Donc, personnellement, je suis assez satisfait du travail qui se fait actuellement. Assez satisfait du travail qui se fait du côté de l'ANIP. Donc, selon vous, la grande masse, d'accord, selon les informations que nous avons reçues, c'est que même les serveurs n'ont pas pu supporter parce qu'il y avait une grande masse, il y avait une grande demande. Et nous, lorsque nous voyons cela, c'est que normalement l'ANIP devait avoir moins de tâches à faire si les citoyens connaissaient leurs droits et leurs devoirs. Non. Le droit basique d'avoir un acte de naissance. Je pense que c'est paradoxal, hein. Ok. Cet engouement, pour ma part, s'explique par la volonté de chaque citoyen d'avoir ses papiers. Et donc, si on met une mécanique en place pour faire en sorte que chaque citoyen ait ses papiers et que chaque citoyen se déploie pour avoir ses papiers, et bien c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de satisfaction pour l'organisme qui met cette mécanique en place. Ça veut juste dire que le besoin existe et que les populations sont en train de profiter ou d'exercer leur droit à avoir les papiers. Bravo donc à l'agence qui fait un travail exceptionnel. Ouais. Il est prévu, ça c'est depuis la nuit des temps, hein, l'éducation citoyenne, la connaissance des droits, des devoirs au sein à l'école justement, mais il y a des enfants qui rentrent à l'école, qui après décrochent, et certains n'ont jamais assez et tout, parce que certains refusent d'aller à l'école. Comment est-ce que vous faites dans votre posture pour régler ce problème-là? Alors, il faut pouvoir porter le message partout, que ce soit dans les centres de formation professionnelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les communautés religieuses. Le message doit être porté partout. Le message doit être implémenté par les leaders eux-mêmes. Quand vous avez un leader religieux qui vous dit que ce n'est pas bien de jeter un petit papier dans la rue lorsque vous avez fini de manger, il vous montre par l'exemple. Et depuis tout petit, vous savez que ce n'est pas bon de faire ça et que la chose publique doit être protégée par tous. Et donc, le message doit être porté partout. Il faut, comme je l'ai dit précédemment, identifier les personnes qui sont représentatives ou des figures représentatives dans leur communauté. Il faut les former. Il faut faire en sorte qu'elles transmettent le message, qu'elles implémentent elles-mêmes le message. Il faut les suivre, il faut mettre les moyens à disposition. D'accord. Est-ce que vous pensez que ceux qui fréquentent l'école respectent mieux les règles ou il faut renforcer l'engagement civique à tous les niveaux? Il faut renforcer l'engagement civique à tous les niveaux. Moi, je pense qu'on n'est pas tous appelés à aller à l'école. D'accord. Il y a des personnes je vais clarifier mes propos, je pense que on n'est pas tous appelés à aller très loin à l'école. D'accord. On est tous appelés, pour ma part, à avoir le minimum. Ok. C'est-à-dire aller en classe primaire, faire la maternelle, savoir lire, savoir écrire, comprendre les bases de la société. On est tous appelés à le faire. Et d'ailleurs, l'État a mis des moyens pour que les filles puissent aller à l'école jusqu'à un certain niveau de manière obligatoire dans la République. Donc, c'est important. Est-ce que le citoyen qui est allé à l'école et le citoyen qui n'est malheureusement pas allé à l'école, qui est plus civique? Il n'y a pas pour ma part, il n'y a pas d'identification directe à faire. Ok. C'est une question d'éducation. Et je ne vous parle pas d'éducation que dans le sens scolaire ou intellectuel. Ok. Je vous parle d'éducation aussi à la maison, dans les foyers. Okay. Quand vous avez un enfant ou un homme qui est membre de la société et qui tape une femme, par exemple, c'est un problème déjà d'incivisme. Parce que si cette personne-là avait le minimum nécessaire, elle saurait qu'on ne peut pas porter atteinte à un autre concitoyen. Et
comment est-ce qu'on en arrive à avoir des personnes qui tapent leur femme, par exemple? C'est peut-être parce que cette personne-là elle-même a vécu dans un foyer où pour elle, c'était la norme, ou que cette personne-là elle-même a été battue et que elle s'est dit que la violence fait partie du langage pour avoir gain de cause. Et donc, il y a des problèmes sociologiques qui sont derrière, qui sont profonds, sur lesquels il faut réfléchir, sur lesquels il faut travailler et avoir l'honnêteté de se dire que le changement va prendre une certaine durée et qu'il s'agira d'une génération, de 2 générations qui décideront de muter les habitudes qu'on a pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus abouti. Aller à l'école ne fait pas de vous forcément un bon citoyen. C'est ça. Mais plutôt c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. De bonne éducation. C'est ça. De bonne éducation. Les 7 membres de la Commission béninoise des droits de l'homme ont été installés. C'est depuis bientôt un an. Aux côtés de, bien évidemment, il y a le médiateur de la République qui intervient également. Pensez-vous que ces 2 institutions, la Commission béninoise des droits de l'homme et le médiateur de la République, sont connus de nos populations? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Vous serez surpris, mais il y a des gens dans la République qui ne savent pas, par exemple, qu'il y a un ministère pour beaucoup de secteurs de la vie. Donc, quand la population ne fait pas l'effort de savoir, vous êtes dans la peau du ministre, du conseiller du ministre de l'engagement civil, et vous demandez à la population de faire assez d'efforts. Au ministère, vous faites quoi? Ce serait hypocrite de considérer que toute la tâche revient aux institutions. D'accord. En tant que conseiller du ministre de l'engagement civique, mon devoir est aussi de faire en sorte que la population en arrive à fournir des efforts. L'État fera tout ce qui est nécessaire pour honorer ses engagements et ses obligations. Et on le fait. Et ça se constate. Et ça se voit. Ça se matérialise. Mais le citoyen aussi, en fait, mon devoir aussi, c'est de veiller à ce que le citoyen applique et fasse des efforts. Donc, ne me demandez pas de ne pas être exigeant. Non, je n'ai jamais dit de ne pas être exigeant. Je me mets juste dans la posture du citoyen lambda qui est quelque part à Karimaman, à Bukumbe, d'accord, à Materi, qui est quelque part, je sais pas, à Soava, d'accord, à Kove, qui ne sait même pas que le médiateur de la République est une institution. Vous avez parlé tout à l'heure de violence faite aux femmes, d'accord? Une femme qui est battue quelque part dans le Bénin profond, qui ne sait pas que le médiateur est une institution, par exemple, qui peut l'aider. D'accord? Bien évidemment, la personne peut s'adresser au médiateur avant que le médiateur ne dirige le problème vers l'Institut des femmes qui a été créé récemment et tout. Donc, permettez-moi de me mettre dans cette posture-là et de vous demander, vous, État, d'aider plus. J'ai été honnête en vous disant que nous avons un problème d'information qui a été identifiée et que des choses sont en place pour faire en sorte que ce problème-là soit résolu. Mais il faudra à votre tour aussi pouvoir accepter que c'est un travail de longue haleine qui prendra tout au moins 20 ans. 20 ans? Oui. Soyons réalistes. Vous avez les stats C'est un travail de projection. Et ma formation de base me permet de faire des projections pour dire que il faut au moins 2 générations pour que l'information de base soit transmise à travers l'éducation. Quand vous voulez faire en sorte que tout le monde ait sa carte d'identité, par exemple, il faut faire en sorte que ça devienne une habitude. Et pour que cette habitude-là devienne réflexe, il vous faut 2 générations. Et donc, projection, vous nous amenez en 2046. Ça veut dire que pendant toutes ces années, des efforts sont faits, sont maintenus, sont analysés et sont ajustés. Ce qui est intéressant et paradoxal, c'est que nous vivons dans un monde qui est dynamique. Et donc, les efforts que vous faites aujourd'hui, demain, peuvent être obsolètes. J'aime bien citer un monsieur, je ne veux pas citer son nom aujourd'hui, sinon je vais commencer par avoir des retours négatifs et tout. Il faut être assez humble par rapport à l'avenir.
Il y a assez d'incertitudes dans le monde entier et on ne peut pas forcément maîtriser, prédire ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans ou dans 14 ans. Vous voyez qu'il a raison. Oui, il a raison. Cela ne nous empêche pas d'ajuster. Forcément. L'État a l'obligation de faire ce qui lui revient, de suivre, d'ajuster, d'analyser. La NIP est une innovation majeure. L'Agence nationale de l'identification de la personne. Innovation majeure, réforme excellente en République du Bénin. Des personnes demandent de plus en plus leurs actes d'état civil. Le processus est complètement dématérialisé aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle de droits et de devoirs, il y a un problème que l'on perçoit ici. Une personne qui est informée qu'elle a le droit d'avoir une identité, donc d'avoir un nom, un prénom, d'avoir un acte qui authentifie tout cela, et donc qui a accès à l'Internet, d'accord? Est-ce que la dématérialisation de tout ce service-là de la NIP ne pénalise pas quelque part d'autres personnes qui n'ont pas accès à Internet? Est-ce que vous comprenez? C'est un avantage et un inconvénient en même temps. Ok. Alors, est-ce que le fait que les processus soient totalement dématérialisés devrait supprimer tout de suite les points physiques? Personnellement, ça reste un avis personnel. Je pense qu'il faut une période de transition pour que le numérique devienne une habitude commune et un réflexe déjà à notre population. Parce que quand vous vivez ou que vous venez d'une famille dans laquelle personne ne possède un téléphone, est-ce à dire que vous n'avez pas le droit à avoir une identité? Non. C'est ça. Donc, il y a un processus de transition qui doit être mis en place pour permettre que on arrive à résoudre le problème du taux de numérisation de la population, du taux de personnes qui ont accès à Internet. Donc, il y a des problèmes qui font en sorte qu'on ne peut pas tout de suite supprimer les points physiques. Ou même, quand on supprimera ces points physiques, il faut pouvoir permettre à la population, lorsqu'elle va à la mairie par exemple, qu'on aide la population ou qu'on aide ce citoyen-là qui n'a pas un téléphone portable. L'usager de l'administration. C'est ça, l'usager de l'administration, qu'il puisse aider, que l'agent de la mairie puisse l'aider à pouvoir obtenir ces papiers. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Donc, si vous êtes citoyen béninois, déjà le béninois a la qualité d'être très serviable, très gentil. On vous aidera forcément à faire en sorte que vous ayez vos papiers. La question elle est essentielle, elle est majeure. Tout à l'heure, le numérique, le travail de digitalisation, de numérisation, et là encore, il y a un ministère qui a été créé récemment, nouveau ministère. Bon, l'ancien ministère de la communication numérique, l'aspect numérique a été arraché et donc, il y a désormais le ministère de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Voilà. Cela demande le travail de numérisation, de digitalisation demande assez d'infrastructures, assez de moyens. Déployer par exemple la fibre optique, permettre aux personnes dans les hameaux, quelque part au plus profond de Mananville là-bas, d'avoir accès à la connexion sans devoir se déplacer forcément au sein de la mairie. Cela demande assez de moyens, assez d'infrastructures. Et c'est la raison, c'est entre autres, cela fait partie des raisons qui me poussent en fait à voir l'autre face de la pièce, le risque pour les personnes qui ne sont pas encore accès à toutes ces infrastructures là, de bénéficier de ce travail qui est en train d'être fait au sein de la NIP. Nous allons en même temps profiter pour parler des chefs coutumiers, des leaders d'opinion qui sont à la base quand même des relais de transmission d'informations assez puissants. Mais parmi eux, certains également
ne sont pas allés à l'école, ne maîtrisent pas trop le digital, nos histoires d'intelligence artificielle, de téléphone, de fibre optique, Ouais. ne maîtrisent pas. Comment est-ce qu'on fait s'ils sont puissants pour permettre aux citoyens de connaître leurs droits et leurs devoirs? Comment est-ce qu'on fait? Parce que vous avez proposé tout à l'heure les réseaux sociaux comme solution. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour ces personnes-là quand même qui ne maîtrisent pas trop nos charabia là, d'avoir accès également à ces outils-là et de faire leur travail, simplement? Au risque de me répéter, il Oui. faut identifier, il faut former et il faut déployer. Ok, identifier, former et déployer. C'est ça. C'est la méthode de base. D'accord. Quand vous voulez avoir un résultat, vous allez identifier le besoin que vous avez. Ok. Vous vous formez, soit vous vous formez vous-même pour pouvoir arriver aux fins ou aux objectifs que vous vous êtes fixés, soit vous recrutez quelqu'un qui a la compétence. Mais cette personne que vous recrutez s'est faite former à un moment ou à un autre. Donc, dans notre cas, puisqu'il s'agit de passer des messages et qu'il y a des personnes qui ont un certain pouvoir dans leur communauté, il faut pouvoir les identifier, il faut les former à l'usage de ces outils-là, à un usage responsable, et il faut les déployer. Après, bien évidemment, il faudra les suivre, il faudra ajuster tout ce qui est ajustable, mais il faut quand même identifier et former. À 68 ans, quand même, un imam. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'a pas d'âge pour apprendre. Oui. Donc, même un imam à 70 ans, il peut. Je considère que dans la vie, il faut avoir l'humilité Oui. de se dire qu'on n'a pas la science infuse Oui. et que tous les jours, Oui. en tant qu'être humain, il faut se coucher en ayant appris quelque chose de De nouveau. nouveau. Se coucher en ayant appris quelque chose de nouveau. C'est ça. La Constitution liste les devoirs, d'accord? Entre autres, il faut pour les parents scolariser les enfants, pour les entreprises, les ménages, les individus, payer les impôts. L'État a des charges, il faut les couvrir. Payer les impôts, la protection du bien public, d'accord? Il est interdit de détruire le bien public. C'est un acte d'incivisme. Respect de la patrie, d'accord? Les bonnes mœurs, d'accord? Il ne faut pas, par exemple, scandaliser les uns et les autres avec ce qu'on porte même si on a le droit sur son corps et tout. La Constitution a laissé assez de, bien évidemment, je paraphrase, la Constitution a laissé assez de devoirs. Et moi, j'ai une question essentielle. Selon vous, quel est le devoir civique qui est aujourd'hui le plus négligé au Bénin? Prenez votre temps, hein, parce que... La question est un peu, à mon sens, mal posée. Ah bon? Je trouve. Oui. Parce que j'estime que quand on va prendre différents cas de figure, on peut trouver autant de mauvais comportements. D'accord, je vais la reposer. J'ai l'humilité d'apprendre. Donc, je vais la reposer simplement en vous basant sur votre expérience. Lorsque vous êtes observé au milieu de vous, votre parcours, quel est le devoir civique qui est... Vous êtes jeune, Oui. donc on va s'y construire. Oui. Quel est le devoir civique le plus négligé par les jeunes au Bénin? La recherche de l'information. Pour moi, avoir l'information et avoir la bonne information résout beaucoup de problèmes. Okay. Quand vous avez la bonne information et quand vous savez que dans votre pays, il y a des comportements qu'il ne faut pas en voir en ligne, par exemple, vous n'avez pas ces comportements-là. Et donc, vous ne causez pas de problème à la société. Vous voyez que ce simple élément fait en sorte que on résout plusieurs problèmes. Donc, à mon sens, c'est l'un des éléments à la base que la jeunesse néglige aujourd'hui parce que on a quand même une proportion importante de la jeunesse qui est aujourd'hui distraite ou distraite malheureusement par les réseaux sociaux, qui n'a plus envie de lire. Très peu de personnes aujourd'hui lisent. Et même quand on veut lire, on ne lit plus des éléments qui sont intéressants ou qui vont faire progresser la culture ou augmenter l'intelligence. Et moi, j'estime qu'on ne lit pas tout. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'intelligence artificielle, quelqu'un dans sa chambre peut créer une information qui va paraître vraisemblable, mais qui en fait n'est qu'un ramassis de conneries. Okay. Donc, il y a ce problème de recherche d'information et de recherche de bonne information que je trouve. Pour vous, c'est ce devoir qui est au sein de la jeunesse. Oui. Les femmes, ça vous tente?
Les femmes. Ok. Quand vous observez la couche féminine, Oui. est le devoir le plus négligé? J'estime que les hommes et les femmes sont complémentaires et qu'il n'y a pas de... Je ne fais pas de différence entre... en tout cas, je n'ai pas identifié Ok. une différence entre ces deux catégories de personnes. D'accord. D'accord. Nous allons continuer. Et la question que je m'avais vous poser, elle est un peu délicate. Je ne vous mets pas dans la peau du ministre de l'économie et des finances. D'accord. Bon, aujourd'hui, c'est un portefeuille assez vaste qui a été décomposé entre plusieurs personnes. Et je ne vous mets pas dans la peau de celui chargé de la mobilisation des ressources internes. D'accord. D'accord. Mais la question touche un peu à l'économie. D'accord. Je disais tantôt, c'est Gaston Gers qui le dit, l'État a des charges, il faut les couvrir. Et comment est-ce que l'écosystème entrepreneurial au Bénin fait que la grande majorité des activités, cette grande majorité-là, elle est informelle. Oui. D'accord. Ce qui fait que je ne dirais pas, en tout cas de façon tacite, l'État constate des manques à gagner. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre la bonne dame qui vend du gari, d'accord? Je vais préciser, j'irai dans les détails. Elle attache du gari pour 25 francs, 50 francs, avec coulis et souclé, d'accord? Comment est-ce qu'on la convainc de payer ses impôts? Ou le Zémidian qui prend sa moto le matin avec son maillot bleu et qui circule à Kadian, Bégamé, Zoka, un peu partout. Comment est-ce qu'on le convainc de payer ses impôts? Parce que c'est un devoir de payer l'impôt. Lorsque la bonne dame ou le Zémidian, on ne lui souhaite pas, fera un accident, elle aimerait qu'il y ait une ambulance qui vienne la chercher pour lui sauver la vie. Et pour acheter cette ambulance, il faut de l'argent. Cet argent, comment on l'obtient? On l'obtient avec les impôts. Lorsque ce jeune homme qui crée son entreprise va vouloir profiter d'une bonne éducation pour pouvoir faire en sorte que ses connaissances puissent lui permettre de diriger convenablement son entreprise, il aimerait que l'État mette en place des formations, des infrastructures qui vont lui permettre d'aller dans des cadres idoines pour se former. Ces cadres-là sont mis en place grâce à l'argent qu'on collecte avec les impôts. Lorsque le citoyen, peu importe son rang ou son grade, va vouloir circuler, il aimerait pouvoir circuler sans avoir à changer de pneu toutes les 2 semaines. Les routes, elles sont construites grâce à l'argent qu'on collecte avec les impôts. Quand vous avez une population qui voit qu'elle a un gouvernement qui exécute et qui se soucie réellement du bien-être de la population, qui construit des routes, qui construit des infrastructures sanitaires, des infrastructures éducatives et sportives, qui met en œuvre un programme pour lui permettre à lui, citoyen, de se sentir bien dans la République et ne pas avoir à voyager pour se sentir un minimum respecté. Il a du plaisir à contribuer à l'effort public. Si vous faites l'exercice de sortir dans la rue pour demander à cette bonne dame aujourd'hui, est-ce qu'elle voudrait bénéficier des soins de santé à moins de coûts? Elle vous répondra sans doute oui. Alors, c'est à vous de lui expliquer que pour que ça arrive, il faut qu'elle aussi, pendant qu'elle a la force de travailler, d'avoir une activité commerciale, il faut qu'elle contribue, même si c'est d'une manière modeste, à sa petite échelle, à la chose publique. L'aspect technique. Je vais vous épargner l'aspect technique. Je vais vous l'épargner. L'aspect mobilisation interne, d'accord? Je vais pas vous mettre dans la peau du ministre de l'économie et des finances. Mais comment est-ce que vous lui vendez ça? Je viens de vous l'expliquer. Comment est-ce que vous lui vendez ça? Vous lui dites quoi? Maman, je vais parler un peu... C'est tout simplement en étant un bon gouvernant. D'accord. Et en exécutant et en mettant en place des choses qui sont utiles pour ce citoyen-là. Et qu'il constate, qu'il voit qu'on se soucie de lui et qu'on met en place des éléments qui sont utiles pour lui. Cet moment-là, par exemple, est sans doute heureuse de ne plus se faire taper par la pluie lorsqu'elle vendait à Tantokwa et être dans un nouveau marché moderne où quand il y a pluie, elle est couverte. Et donc, la construction de ces marchés-là, on le fait grâce à quoi? Grâce à l'argent de ces impôts-là. Donc, c'est facile de lui expliquer.
quand on a déjà réussi à résoudre tous les problèmes qui sont connexes, qui sont liés à la mauvaise gestion, et qu'on en arrive à avoir une gestion plus ou moins correcte, et qu'on exploite les ressources de manière à mettre des choses en place, et qu'on voit tout de suite qu'il y a des choses tangibles qu'on peut toucher, la population vous suit d'office. L'engagement civique demande confiance. C'est ça que moi je tire de votre analyse, confiance avec le gouvernement. C'est ça. L'engagement physique aussi demande assez de communication, un travail infernal de communication. Nous allons parler des fake news. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, nos sociétés, et pour des raisons que nous ne maîtrisons pas toujours, sont sujettes aux fake news. Vous savez que la Constitution qui a été récemment modifiée, notamment en 2025, déjà une modification de 2019 et une modification récente en 2025 de notre Constitution du 11 décembre 90. Vous savez qu'il y a de nouvelles dispositions telles que le changement du mandat du président de la République. Nous sommes passés de 5 ans à 7 ans, renouvelable une seule fois, la création du Sénat, d'accord, de nouvelles dispositions en ce qui concerne l'organisation des élections. Par exemple, vous savez qu'il y a un temps mort désormais qui est fixé, d'accord, et où il n'y a quasiment pas d'exercice de l'activité politique. L'objectif a été expliqué par les personnes à la base, et l'objectif c'est de permettre à ce qu'on travaille réellement et de se consacrer plus au développement que d'être dans des guéguerres politiques. C'est le but recherché ça. Tout le monde ne l'entend pas de cette manière. Le citoyen informé, c'est le citoyen qui peut débattre. Comment est-ce que vous faites pour tuer d'abord les fake news en ce qui concerne toutes ces réformes-là, d'accord? Comment est-ce que au niveau du ministère de l'Engagement civique, vous tuez les fake news autour de ces réformes-là pour permettre à chaque citoyen de comprendre réellement le but? C'est de créer une panoplie et un nombre plus important de sources fiables d'informations. Quand une fake news veut se propager, elle se propage d'une manière classique qui est identifiable. Et donc, aujourd'hui, ça se propage principalement par des personnes qu'on nomme influenceurs. Majoritairement, ce sont eux les premiers relais de fake news. Ce sont ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, vont insuffler des idées qui ne sont pas forcément fondées ou vraies ou vérifiables dans la tête des populations. Okay. C'est de mettre en place des influenceurs que moi j'appellerais des influenceurs éthiques et positifs, qui viendront par le nombre, par la force du nombre, combattre cette catégorie d'influenceurs néfastes et tout. Quand vous avez des médias qui relaient d'une manière ou d'une autre tous la même information, peut-être avec des éléments de langage qui sont différents, mais qui en ramènent le citoyen à comprendre le message de la même manière, face à des influenceurs, peu importe leur nom, qui propagent des informations, même si elles sont bien travaillées. Quand vous avez une armée aussi importante que celle des fake news, vous vous rendez compte que les citoyens ont une intelligence et que l'amour de la patrie fait en sorte que on se remette en question. Aujourd'hui, vous me parlerez sans doute de l'intelligence artificielle qui facilite les fake news et où on peut fabriquer une information qui va paraître très vraie. Le citoyen a l'obligation, avant de relayer à son tour cette information, de vérifier la véracité de l'information. Parce que en tant que citoyen, lorsque vous relayez une information qui n'est pas vraie et qui porte atteinte à l'État, vous pouvez être interpellé parce que vous n'avez pas fait un travail préalable de vérification et de fact-checking de l'information que vous avez. Donc, c'est de mettre en place des mécaniques pour combattre ces fake news. Aujourd'hui, aucun État n'aura la prétention de vous dire que ils ne sont pas sujets à des fake news. D'ailleurs, les grands États sont ceux qui sont le plus victimes de ces informations. Vous allez voir des photos biaisés de grands présidents, de grands dirigeants, deepfake, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Le monde aujourd'hui n'arrive pas forcément à gérer la question,
mais c'est d'en appeler au bon sens de la population. Appeler au bon sens de la population. Très bonne proposition. Mais la précédente, moi j'ai une question par rapport à la précédente qui consiste par exemple à réunir les influenceurs éthiques et positifs. Il faut en créer. Il faut en créer. Parce qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est ça. Donc les influenceurs éthiques et il y a un langage, une expression qui coule les rues chez nous. Les clébés du gouvernement. Qu'est-ce que vous appelez clébés? Ce sont, ils appellent les sbires, des personnes... Avez-vous la preuve matérielle que ces personnes-là ont été mandatées par le gouvernement? On n'en sait rien. Justement. Mais c'est ce qui circule. On entend des personnes qui sont taguées. Lorsqu'ils se mettent dans une poursuite, par exemple, de défendre quelque chose qui est louable, d'accord? De défendre une action qui est à l'actif du gouvernement. L'autre, quand on se dit, voilà, c'est un clébé, il est payé et tout. Donc, quand on veut imaginez par exemple, vous êtes là, votre ministère décide de créer, d'accord, ce profil d'influenceur éthique et positif qui reconnu, d'accord, de façon institutionnelle et qui travaille, d'accord, pour, je vais dire, pas forcément convaincre, mais montrer, d'accord, le bien fondé. Pas de convaincre. C'est pas de convaincre, pas du tout, pas de convaincre, mais de montrer le bien fondé de toutes ces actions positives. C'est du patriotisme de base. C'est du patriotisme de base. C'est ça. D'accord? Quand vous avez des personnes qui vont tasser d'autres personnes de clébés parce qu'elles sont patriotiques, je sais pas. Il n'y a pas à mener une guerre contre cette personne-là. Okay. Il faut juste comprendre que ces personnes-là sont antipatriotiques. Moi, je crains juste pour la manière dont le travail sera fait. Ce qui me réjouit, c'est que nous sommes dans un État qui a réussi à refaire naître cette fibre patriotique. Aujourd'hui, où qu'il soit, chaque citoyen béninois a le plaisir de dire qu'il est citoyen béninois et qu'il est fier de l'être. Et donc, on a très peu de personnes qui viennent gangréner la population pour taxer les autres qui sont patriotiques de clébés. Bien sûr, la politique peut nous faire avoir des avis divergents, mais est-ce que lorsqu'on est d'opinions diverses en politique, est-ce qu'il faut aller contre le bien-être, le bien fondé? Est-ce qu'il faut aller contre le bon sens? Moi, je pense que c'est une question de bon sens. D'accord. Moi, j'estime que l'une des choses qui nous manque le plus dans le monde, je ne parle pas que de l'Afrique ou du Bénin en particulier, je parle du monde. Aujourd'hui, l'une des choses qui nous manque le plus, c'est le bon sens. Descartes a pourtant dit que c'est la chose du monde la mieux partagée. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on manque de bon sens. On manque de bon sens à tous les niveaux. Qu'il s'agisse de notre vie personnelle, qu'il s'agisse de notre vie avec la société, de nos rapports avec les autres, avec la politique, avec la religion, on manque de bon sens. C'est vous, je vous coupe pas. Je pense que on en arrive là parce que nous avons laissé trop de droits à des figures qui n'auraient pas dû des figures qui allaient s'imposer. Quand vous analysez les médias et vous analysez les réseaux sociaux, vous vous rendez compte facilement que l'information qui est la plus virale, c'est toujours ou presque toujours l'information à caractère négatif. Quand il y a une information positive, très peu de likes. Quand vous allez parler par exemple d'éducation, quand vous allez parler de science, quand vous allez faire tel débat qui va faire en sorte que tous ensemble on puisse en sortir ressourcés, éduqués, vous aurez très peu d'interactions ou très peu de personnes qui vous écoutent. Mais faites un débat pour dire que tel a vu la robe de tel, qui a trompé tel, qui a fait tel, qui a fait tel. Vous allez voir des milliers de personnes. On a des cas, on a des pays malheureusement en Afrique qui sont champions en ça. Et j'ai beaucoup de peine quand je vois la jeunesse s'adonner à ce genre de spectacle et considérer que aujourd'hui les réseaux sociaux sont le moyen par lequel il faut gagner sa vie. C'est vrai, les réseaux sociaux peuvent constituer un moyen par lequel il faut gagner sa vie. Mais encore, comment est-ce qu'on en arrive là? Je pense qu'il devrait avoir plus de rigueur et l'État devrait être beaucoup plus ferme quant au contenu à partager sur les réseaux sociaux. Les États comme la Chine, qui sont à l'initiative de la majorité des réseaux que nous utilisons, n'autorisent pas les populations à avoir certains comportements déplacés. Quand vous êtes en Chine, vous n'avez pas le droit de poster une certaine catégorie de contenu, par exemple. Vous ne pouvez pas volontairement aller sur Internet outrer d'autres personnes.
Je pense qu'on devrait en arriver là. C'est sûr que vous me direz que le code du numérique existe et faire en sorte qu'il y a des infractions qui sont prévues, qui sont réprimées. Mais je pense qu'on devrait approfondir le travail qui a été fait depuis 2017, qu'on devrait le réadapter aux réalités d'aujourd'hui, parce que depuis 2017 à nos jours, l'intelligence artificielle a vu le jour. Il y a de nouveaux réseaux qui ont émergé, il y en a d'autres qui ont connu une croissance exponentielle, un peu comme TikTok, et qu'il y a un vrai travail de régulation qu'il y a fait pour préserver la génération actuelle, mais surtout la génération future. Parce que si nous ne prenons pas tout de suite les taureaux par les cornes, la génération future va être une génération pourri gâtée. Je vous ai vu, j'ai essayé autant que faire se peut de me contenir, de ne pas vous couper dans votre analyse parce que vous avez vraiment pris cette question à cœur et vous avez répondu parce que elle vous concerne. J'aimerais que nous restions d'abord sur ça, d'accord? Pas que nous allons revenir sur ce que nous avions déjà dit tantôt. Je partage avec vous certains États, surtout africains, d'accord? Puisque je suis africain d'abord, avant toute autre chose. Certains États africains sont champions dans ces manières, dans ces conduites-là. Je veux dire, certains ressortissants des États africains sont malheureusement champions outrés sur les réseaux sociaux, poster des contenus qu'il ne faut pas. C'est pourquoi tantôt je disais que le droit était dur, d'accord? Le droit n'est pas mou, que le droit il est rigide, d'accord? Mais vous avez répondu à la question et je pense que c'est toujours sur la même lancée. Filtrer et sortir le mauvais, livret de la chaîne, garder les bons grains qui font réellement un travail de qualité. Je partage entièrement. Je vous ai vu, vous avez avec émotion. Oui, d'ailleurs, c'est un sujet qui assez sensible. Oui, c'est la base de notre société. C'est comme si les mauvais, j'ai pas entre griffes, mais comme si les mauvais gagnaient les gentils, les fois des gentils. Ce n'est pas forcément ça, mais c'est le risque pour les générations actuelles et à venir. Donc, c'est ça. Ouais, tout à fait. Je partage ça. Nous préférons des citoyens acteurs, des citoyens bien formés, des jeunes bien formés, et pas que nous déléguons le travail de certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais il y a des limites et ce serait bien que l'État récompense réellement. Alors, je ne vous coupe pas, mais j'ai envie de dire que je vais être frontal. Oui. Il faut supprimer la culture du vide. Okay. Je pense qu'il faut mettre en place des éléments pour supprimer la culture du vide. Okay. Qu'est-ce que j'appelle culture du vide? Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour exposer ses problèmes familiaux, par exemple, pour moi, c'est de la culture du vide. Okay. Quand le contenu n'a pas pour objectif de sensibiliser ou de permettre à la communauté d'éviter un comportement, etc., et que c'est juste un élément pour moi, il y a énormément d'éléments qui entrent dans la culture du vide et qui font que on considère que c'est ça qui fait le réseau social. Au risque de tomber dans un autre débat, d'accord, un autre débat de sécurité sociale, d'accord, parce que nous avons encore, je crois, cinq questions comme ça à aborder. Au lieu de tomber dans un autre débat de sécurité sociale, je pense que l'exemple moi je suis pas totalement d'accord avec l'exemple que vous avez pris parce que un réseau social, d'abord, c'est une communauté qui se bâtit et il y a des aides et certaines personnes n'ont manifestement pas d'aide, ne sont pas manifestement d'aide peut-être de leurs membres de famille immédiats ou de l'État. Donc, j'ai vu par exemple des problèmes de santé, des problèmes de formation, d'éducation, de manque d'argent, et ces personnes-là posent leurs problèmes. Et en retour, ils en reçoivent souvent. Vous n'avez pas compris mon exemple. Quand on vient par exemple dire ou créer des scénarios
Oui. Pour faire le buzz. Oui. Et inventer des scénarios de toutes pièces. Quand vous prenez... Les pranks, c'est cette histoire-là? Ça, c'est de la culture du vide. Ok. Il fallait bien expliquer ça parce que c'est des personnes, par exemple, qui demandent des aides pour être soignées, pour être envoyées à l'extérieur. J'en ai vu cancer je n'incrimine pas tous les contenus. Insuffisance rénale, par exemple. Je ne pourrais pas incriminer tous les contenus. Ok. Je ne peux pas incriminer, par exemple, l'humour. Ok. L'humour est une profession. Il y a des humoristes qui se font former. Oui. Il y en a d'autres qui ne se font pas former, mais qui sont quand même excellents. D'accord. Il y a quand même la culture du vide. Je suis d'accord. Qui est installée. Maintenant que vous l'expliquez mieux, je suis d'accord. Il faut pas croire que je dis que tout ce qui n'est pas éducatif est direct la culture du vide. Pas du tout. J'essaie juste que l'on balise bien et que l'on exprime bien nos idées afin qu'il n'y ait pas de malcompréhension et de mécompréhension. Je comprends. Après, vous avez parlé tout à l'heure de citoyens de lendemain. Vous avez rappelé ça, je crois, 2 ou 3 fois quand vous répondiez à la question de tout à l'heure. Cela vous tient à cœur. Oui. L'objectif, le plan Horizon 2060, nous sommes en 2026, il nous reste donc 34 ans. L'objectif, le Parlement parle de citoyens acteurs, d'accord, bâtir, avoir des citoyens acteurs. Et nous sommes à 34 ans de la matérialisation, je vais dire, de ce objectif. Pour dire que nous avons déjà utilisé près d'1 an. Okay. D'accord. Et qu'est-ce qui, dans cette vision, d'accord, Horizon 2060, vous semble le plus exigeant à porter pour avoir des citoyens acteurs? L'éducation. L'éducation est la base qui fait en sorte qu'on a une société de qualité. Quand on a une société qui est bien éduquée, cette société-là peut innover, peut s'adapter aux besoins actuels de sa communauté. Donc pour moi, il faudra mettre un accent particulier sur l'éducation. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Qu'il s'agisse d'éduquer à l'école, d'éduquer dans la famille, d'éduquer dans la société, à tous les niveaux. Au ministère. Oui. 3 actions. 3 actions. Oui. Pour faire en sorte que... on ait des citoyens acteurs bien éduqués. Alors, il faut repenser les programmes, réfléchir, identifier les lacunes des programmes actuels. Vous insérez quoi dans les programmes? Tous les programmes, c'est-à-dire notre manière d'éduquer à la maison, oui. Les programmes académiques, oui. Les programmes religieux. Ok. Parce que vous serez d'accord avec moi pour dire que aujourd'hui, sur notre continent, tout le monde peut se lever du jour au lendemain pour créer sa propre religion et que ça aussi, c'est un problème. D'accord. Qu'il faut adresser et avoir le courage de le faire. C'est ça. Okay. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que c'est une question assez sensible. C'est une question sensible, mais personnellement, je suis de ceux qui pensent que toutes nos actions ne sont pas forcément pour nous, et que les actions peut-être difficiles qu'on prend aujourd'hui, qui ne sont pas partagées et qui ne nous rendent pas populaires, sont des actions qu'ils sont à prendre pour préserver les générations futures. Deuxième point. Deuxième point, c'est de revoir les programmes alimentaires. Vous me direz quelle est la corrélation entre programme alimentaire et éducation. Vous ne mangez pas bien, vous n'avez pas le temps de vous éduquer. Troisième. Vous n'aurez pas... Troisième, c'est le ministère de l'Engagement civique qui suggère. Bien sûr. Voilà. Au ministère de la Santé, au ministère de l'Économie, des Finances, de prendre compte. Et au ministère de l'Éducation également. C'est ça. Troisième point, la technologie. La technologie. Il faut pouvoir réguler, il faut pouvoir développer, il faut pouvoir dompter la technologie qu'on a aujourd'hui. Il faut pouvoir dompter celle qu'on a aujourd'hui. J'aime le mot dompter, je ne sais pas ce que vous mettez dedans, mais déjà cela m'intéresse. Parce que nous sommes aujourd'hui submergés par énormément de technologies. Le pape a dit récemment de faire attention à l'IA. Il a raison. Il a raison parce que le simple message que vous écrivez avec ChatGPT, demain peut se retrouver sur Internet et peut vous mettre dans une position fragile. Donc il a raison. D'accord. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les gens ne savent pas, par exemple, que les intelligences artificielles hallucinent. Je mets dans le mot halluciner le fait de vous servir des informations qui sont vraisemblables, mais qui en fait ne tiennent de rien.
Et donc, vont prendre ces informations-là pour argent comptant et vont servir ces informations-là comme étant source fiable. Nous avons une génération de personnes qui est née dans l'ère de l'intelligence artificielle et donc aujourd'hui, on est bien obligé de pouvoir dompter ces intelligences artificielles-là et ces différentes technologies-là pour faire en sorte que on puisse préserver ces personnes-là, ces personnes qui ne comprennent pas, ces personnes qui comprennent un peu mieux et ces personnes qui utiliseront dans le futur. Merci beaucoup. Le président de la République, son Excellence, M. Romuald Wardani, récemment, il a pris service récemment et dans son projet de société, il parle de déploiement d'un programme de formation structuré à destination des jeunes. Il parle cette formation, bien évidemment, combine formation civique et initiation fondamentaux de la défense, d'accord, et sensibilisation à la gestion des crises. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un retour du service militaire? Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre le fait de savoir gérer des crises et le service militaire. Ouais. Je pense que c'est deux choses différentes. Je n'ai personnellement pas fait l'expérience du service militaire, mais pour avoir lu le programme... Vous savez que ça existait, non? Bien sûr. Okay. Pour avoir lu le programme, je n'ai vu nulle part que le service militaire reviendra. Est-ce que ça fait partie des prévisions du gouvernement? Je n'en sais rien, mais personnellement, je ne pense pas que ces éléments éducatifs de base n'appellent pas le retour du service militaire. D'accord. Dans 12 mois, vous avez 12 mois à compter de maintenant. D'accord. Quelle action voudriez-vous mettre en place pour que les citoyens connaissent plus leurs droits, les exercent et bien évidemment assument leurs devoirs? Alors, on commencera par identifier des personnes qui peuvent servir de relais pour faire en sorte que les formations puissent toucher le plus grand nombre. Oui. Vous savez, il n'y a pas de recette magique. Oui. Donc, je suis bien obligé. Non, la formule, rappelez-nous la formule, on va la garder, c'est identifier, former, déployer et suivre. Voilà. Ça. OK. Vous identifiez quel problème? On identifie des personnes qui peuvent servir de relais dans leur communauté. D'accord. On les forme, on les déploie et on suit pour ajuster. La recette est connue. À Adebola, chez Adebola, il faut identifier, il faut former. Voilà, Bon, nous approchons la fin de cet échange-là. À l'inverse, s'il y avait une seule erreur à ne surtout pas commettre parce qu'elle ruinerait la confiance des citoyens dans la parole politique, laquelle serait-ce? Mentir. Il faut pouvoir avoir le courage d'être honnête. De dire la vérité. De dire la vérité aux populations. Parce que vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui prend du temps à construire. Et ça se détruit en une fraction de seconde. Vous pouvez prendre 10 ans à bâtir une relation de confiance, mais juste parce que vous avez menti une fois, vous fragilisez cette relation-là. Donc, il faut trouver les mots justes pour pouvoir expliquer les éléments à la population. L'exercice du pouvoir vous impose de pouvoir garder certaines informations pour vous, pour protéger la population. D'accord. Toutefois, vous n'avez pas le droit de mentir à la population. Je suis désolé, il va me faire parler de M. Tidiam Thiam. Moi, j'apprécie énormément M. Tidiam Thiam. Je ne l'ai pas côtoyé personnellement, mais je pense que c'est une figure africaine et mondiale et tout qu'il faut vraiment respecter. Et il disait, quand il a pris service ce qu'ils appellent en Côte d'Ivoire, je crois que c'est une direction de travaux des infrastructures. Je crois que c'est le Bénet, je crois. Le bureau, ça commence à bureau. Il dit que lorsque le président paie à son âme, monsieur Henri Konan Bédié, d'accord, lui a fait appel, il a quitté la France, il est arrivé, on lui a confié ce bureau-là. Les travailleurs n'étaient pas payés pour des mois. Et lorsqu'ils prenaient service, les fonds pour payer ces travailleurs n'étaient pas disponibles. Donc, il fallait attendre encore un certain mois, d'accord, pour le faire. Il a été obligé, et je raconte l'histoire, je crois que j'aime M. Tidiam Thiam. Et il a été obligé de rencontrer personnellement, d'accord, chaque travailleur au sein du groupe pour lui dire, voici la situation dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas encore les sous, nous allons devoir travailler ensemble, d'accord,
et pendant un certain temps avant que nous recevions les sous et que vous ne soyez payés individuellement, chaque personne, de la première personne au sein de la structure jusqu'à la dernière personne, il a tout expliqué. Les expatriés comme comment on appelle les citoyens ivoiriens, il a tout expliqué, ils ont compris, ils ont fait le travail ensemble. Il a construit par exemple la centrale d'Azito en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez de ne pas mentir, donc de dire la vérité, c'est pourquoi je rappelle cela. J'ai pas mal d'anecdotes avec monsieur, de la part de monsieur Tidiap Tiap, espérant que je vais le rencontrer. Merci beaucoup. Pour conclure cette série, d'accord, je vous repose maintenant la question, nous revenons. Qu'est-ce qu'il faut, je veux dire, est-il possible, oui ou non, de garantir que chaque citoyen béninois connaisse et exerce ses droits tout en assumant pleinement ses devoirs? Assurément oui, mais il faut avoir la maturité de reconnaître que c'est un travail qui prendra du temps et qu'il faut bien commencer quelque part et que notre pays a déjà commencé et est en bonne voie. Merci beaucoup. La suite de la question, c'était les 3 actions, les 3 conditions, mais je les connais, vous les connaissez également. Voilà, merci monsieur le conseiller du ministre de l'Engagement civique pour avoir accepté cette invitation et avoir éclairé nos lanternes, mais la lanterne et tout, la lanterne Civica, et donc la lanterne des Béninois. Merci pour cette vision de dirigeant. Bien évidemment, derrière ce rôle, il y a une personne, il y a Adebola Patimvo, il y a un cursus, il y a un parcours, il y a une carrière qui se construit. On va parler un peu de vous. D'accord. Donc, je peux te tutoyer? Avec plaisir. Donc, peux-tu nous raconter ton parcours? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. Je ne te coupe pas la parole. J'ai suivi quelqu'un aujourd'hui, une dame qui est en train de s'imposer. Est-ce que je peux lui faire la publicité? Je ne fais pas de la publicité, mais il faut que on n'a pas de vérité. Si elle fait bien. Madame Faridat Assouman, elle est dans le domaine de l'énergie. J'ai suivi elle était interviewée, je crois, il y a quelques années auparavant. On dit, quel est votre parcours? J'ai un parcours atypique. Tout le monde a un parcours atypique. Donc, qui est véritablement Adebola Patimvo? Adebola Patimvo est un jeune béninois, originaire de Porto-Novo, qui aime profondément son pays. D'accord. Ton aventure avec Stratton Communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, Stratton est né depuis 2019. Oui. C'est un cabinet conseil que je développe et qui constitue l'un des projets principaux de ma vie et qui n'est pas encore connu, mais pour qui je nourris une ambition peut-être un peu démesurée. Oui. J'ai pour vocation d'en faire l'un des cabinets les plus compétitifs au monde. Et aujourd'hui, je le développe avec beaucoup de plaisir et de passion. Et beaucoup de passion. Nous te souhaitons plein de succès. Merci. Quelles sont les expériences qui t'ont bâti les projets que tu portes aujourd'hui pour demain? Alors, les expériences qui m'ont bâti, ça a été d'avoir, à un moment de ma vie, été au service de la République à travers l'un des médias, sinon le média le plus populaire aujourd'hui au Bénin, de l'avoir sans doute créé de même. Il faut donner le nom, c'est pas grave, on fait pas de la pub, c'est qui? Un fait. D'avoir pris par l'agence Procom, d'avoir été au service de la République par cette agence, à travers le média Bénin Bouge, c'est de pouvoir avoir à ma manière de l'impact dans la vie de beaucoup de personnes en leur apportant l'information avec ce que dit la loi. C'est sans doute le projet qui me rend le plus fier aujourd'hui de constater que c'est quelque chose qui est accepté, qui est suivi, qui est attendu par la population béninoise et africaine. D'accord. Derrière, bien évidemment, derrière nous, il existe des personnes, d'accord, des modèles, des repères qui nous permettent un temps soit peu de retrouver nos voies quand nous nous perdons. Est-ce que tu peux citer 3 personnes qui t'inspirent? 3 personnes qui m'inspirent. Alors,
Il peut s'agir des artistes, des hommes politiques, je sais pas, d'un leader dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ok, qui m'inspire en Afrique ou est-ce... Oui, peut-être en Afrique, au Bénin. Ok. Je commencerai par citer celle qui m'a donné l'idée de ce que dit la loi, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps. Voilà, je suis désolé. C'est la vie, c'est le coût de la vie, mais qui pour moi a constitué la personne la plus intelligente, la personne la plus réfléchie que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Et voilà. Ensuite, le président Patrice Talon. J'ai un profond respect pour la dévotion de l'homme, pour l'élégance de l'homme, l'éloquence de l'homme et la capacité de l'homme à être impopulaire. Pour moi, il a réussi à redonner aux Béninois la confiance que le Béninois devrait avoir en sa terre. Et pour moi, c'est immense. C'est un travail immense. Troisième personne, ça va sans doute vous surprendre, mais Axel Merrill. Il constitue pour moi une personne résiliente qui avance, qui travaille tous les jours. Les gens considèrent qu'il a le mérite d'avoir ce qu'il a parce que il a eu un passé de comédien, d'humoriste et tout, mais c'était du travail. Il a travaillé à ça, il l'a tenu pendant des années et rien que pour ça, il a mon respect. Si tu avais la possibilité de t'adresser à la jeunesse béninoise, là, devant la caméra, que dirais-tu? Tu peux le faire dans ta langue locale, si tu veux. Miwazo, miwazo, minanuntia, miwazo, miyazo, mais. Ok. Tu as la possibilité de t'adresser aux dirigeants du pays, que dirais-tu? Aux dirigeants du pays, je leur dirais de continuer dans la lancée qui est la nôtre aujourd'hui. La charge qui est la leur est beaucoup plus importante que celle qui était la leur pendant les 10 années précédentes parce qu'on a vu que c'est possible et donc aujourd'hui, la marge d'erreur est très fine. Et malheureusement ou heureusement, ces dirigeants-là ont affaire à une jeunesse qui est éveillée, qui s'instruit de plus en plus et qui est gourmande de bonnes actions et de bonne gouvernance. Donc, dites-vous que la jeunesse vous a à l'œil, sans bien vouloir. Ce n'est pas une menace, mais un fait. Merci beaucoup, Adebola Patimvo. Dernière question que j'ai à te poser. Si tu devais citer 3 jeunes que nous les recevions là, à ta place, dans la peau d'un dirigeant. Dans la peau d'un dirigeant, 3 jeunes. Tout de suite, je n'ai pas de nom qui me viennent en tête. D'accord. Mais dans le pays, il y a énormément de personnes qui sont compétentes. D'accord. Et c'est peut-être de ma faute que je n'ai pas de nom en tête parce que je reste dans mon coin et c'est une erreur que je devrais corriger dans le futur. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir reçu ici. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je te salue. Avec plaisir. Merci beaucoup.